Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien, ensemble, on va apprécier le soleil en ce jeudi 14 janvier. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. On est très heureux de vous retrouver, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran. Eh bien, pendant 1h30 jusqu'à 10h, eh bien, au programme, on va commencer comme d'accoutumé avec notre rubrique de droit, puisqu'il sera question de parler de l'usurpation de fonction. Et on ira vers la direction de l'éducation, où il sera question de parler des classes spécialisées. Et bien sûr, on parlera d'apithérapie et on ira bien sûr vers la décoration d'intérieur. On finira vers la maison de jeunes de plateau qui seront présents ici avec des jeunes artistes que vous découvrirez avec nous tout à l'heure. Mais avant de commencer avec le flashback et la belle interprétation, eh bien, je souhaite un joyeux anniversaire au petit Yahya Ben Dahma qui a soufflé sa bougie, sa 3e bougie hier. Eh bien, longue vie, bonheur, joie, prospérité et beaucoup de réussite. Eh bien, on t'offre, cher petit Boutchou, eh bien, cette belle interprétation de l'Hajj Belkacem et on se retrouve juste après. حليك حزرا نرجو يكون لي نسلام أهل الجميع والفقراء والمؤمنين ترجو في الدلال محمد اصطفاك الباري محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق السواري القلب نمدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق السواري نبغي نمجدك يا طه واللفظ ما يسعف وسفر بعد المديح فيك السفاهة عملت تسرع عن مثلك جات النجوم فوق السماء صري ضعف ما يدركك تظهر من بعد في نظري تظهر من بعد في نظري مرفوعك الثريا كوكب وهاج محمد اصطفاك الباري واللسان عواج وصف الحبيب فوق السواري Eh bien, comme d'accoutumé, on commence toujours avec notre spécialiste juridique, Maître Sabar Djamila. Mais avant cela, alors on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Eh bien, Maître Sabar Djamila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Bon, non. Merci d'être avec nous chaque jeudi. C'est toujours un plaisir. Eh bien, le plaisir est partagé. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler de d'usurpation de fonction.
Alors, qu'est-ce que l'usurpation de fonction? Donc, la dernière fois, on avait parlé de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire quelqu'un qui vole une identité de quelqu'un. Donc, on a parlé de l'usurpation d'identité classique et électronique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'usurpation de fonction, c'est-à-dire on vole la fonction ou on se fait passer pour quelqu'un. Qu'on n'ait pas. Bien sûr, c'est-à-dire on n'a pas cette fonction. Et généralement, c'est des fonctions stratégiques et névralgiques, donc que certains escrocs essayent de se l'approprier afin de berner des gens et d'escroquer des gens. C'est-à-dire quand il y a usurpation, qu'elle soit d'identité ou de fonction, automatiquement il y a escroquerie. Il y a faux usage de faux et il y a abus de confiance aussi. Ah ben oui. Voilà. Ah ben oui. Donc, c'est ça l'usurpation de fonction. Donc, on voit généralement, tout Algérien sait qu'il y a certaines personnes généralement qui sont passées pour des officiers supérieurs de l'armée ou des conseillers de la présidence ou des magistrats ou des procureurs. Effectivement. On a eu beaucoup, on a énormément de cas comme ça qui passent devant les tribunaux, ils sont arrêtés, Et le dernier cas qui a fait scandale, c'était pendant le confinement. Donc il y avait un groupe d'individus, d'escrocs. Donc, à travers les réseaux sociaux, ils se sont fait passer pour des représentants, pour des cadres supérieurs de la présidence. Et une autre partie d'eux, elle s'est faite passer pour une association caritative. En plus. Voilà. Donc, alors, le premier groupe qui s'est fait passer pour des cadres supérieurs de la présidence, il y a eu déjà le communiqué du ministère de la Défense, de la présidence. Ils ont même affiché leur nom. Parce que maintenant, actuellement... Il faut faire très attention. Voilà. Que ces personnes ne font pas partie de tel et tel corps. Et surtout, s'il y a eu victime de ces escrocs, qu'elle se présente devant le procureur de la République. Voilà. Eh bien, justement, c'est qu'on allait arriver à ça. De quelle façon on dépose plainte et à qui s'adresser, justement, en cas d'usurpation de fonction? Voilà. Donc, généralement, quand on sait, il y a des personnes qui se présentent à vous, ils vous disent, voilà, j'occupe tel poste, je peux vous régler vos problèmes. Généralement, ils touchent les personnes vulnérables qui ont des problèmes administratifs. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il dit, voilà, par exemple, ils touchent les investisseurs, les hommes d'affaires, les promoteurs ou des personnes... c'est-à-dire, ils touchent toutes les souches sociales. Alors, si vous sentez que cette personne vous a menti et elle vous a escroqué, donc vous allez, c'est-à-dire au premier poste de police, vous déposez plainte ou près du procureur de la République, du tribunal compétent, c'est-à-dire de la ville où vous résidez. Voilà. Et là, l'enquête est lancée, mais généralement, il faut essayer de garder des preuves de cette personne, ou son numéro de téléphone, ou des SMS, ou des papiers, ou un endroit où il vous a emmené, ou des personnes, des noms qui vous a communiqué. Donc, je reviens à ces personnes-là, parce que c'est très important, qui étaient sur Facebook. Ils ont délivré des autorisations pendant le confinement. Donc, il fallait des autorisations pour circuler après... des autorisations de circulation. D'accord. Donc, ils ont délivré... Mais cette histoire, tout le monde a fait un scandale, justement. Oui. Donc, voilà, même, je vous dis, même le ministère de la Défense a publié un communiqué. Donc, alors, et les autres, ils ont la partie qui s'est faite passer pour une association caritative sur Facebook a reçu des dons, même de nos chers expatriés. Et voilà, et ces dons ont été détournés. Voilà, donc c'est une escroquerie flagrante et caractérisée en quelque sorte. C'est pour ça, moi, je dis aux gens. Alors, quelles sanctions justement pour ces calomnies, on va dire? Ce genre d'escroquerie. Ce genre d'escroquerie, oui. Alors, comme par hasard. Quelles sanctions? Voilà. Et comment on peut les sanctionner, c'est ça? Ils sont arrêtés dès qu'il y a une plainte. Donc, comme les gens là, pendant le confinement, qui ont berné les gens pour les autorisations de circulation, les dents et tout, ils ont été tout de suite arrêtés. Donc, d'accord. Oui, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés entre 1 an et 3 ans. Et leur nom, c'est ce qui est bien actuellement, le parquet, il fait des communiqués et ils affichent leur nom. C'est-à-dire, s'il y a des victimes, présentez-vous. Donc, il peut y avoir d'autres... S'il y a encore d'autres victimes, voilà, tout à fait. Donc, s'il y a plus il y a des victimes, plus la sanction est lourde. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, alors, il faut déposer plainte donc, auprès d'un commissariat ou procureur de la République, du tribunal. Mais comment, Maître Sabat, comment on se rend compte de cette calomnie?
Comment? On finit par découvrir, on finit. Parce Mais- que moi, une fois, il y a un cas qui s'est présenté à moi, quelqu'un qui se faisait passer pour un pilote de ligne. Ah, ah. Alors, il parlait les femmes il leur dit, je vais me marier avec vous, je suis pas Ah, mariée. d'accord. Voilà, ah oui, il y a tout genre. Hein. Il se Le faisait célibataire endurci. Voilà. Alors, il se faisait. Alors, chaque fois, il dit. Alors, il débarquait, il dit. Bon, il l'appelait, il dit voilà, je suis de telle ville, voilà, on arrive. Ensuite, quand il arrive chez la femme, il dit écoute, mon argent est bloqué et tout, est-ce que tu peux me passer de l'argent? Non. Oui, oui, oui. Il escroquait les femmes. Il y a beaucoup de gens comme ça qui escroquent des femmes, mais ils leur promettent du mariage et tout. Monts et merveilles. Voilà, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Celui-là, il se faisait passer pour pilote de ligne. Donc, ensuite, quand il a été découvert à Alger, il commençait à circuler. Il est parti sur Béchar, il est venu sur Oran. Oh là là. Voilà, donc il circulait, voilà, pour qu'on n'arrive pas à le découvrir. Mais il a fini par être arrêté et incarcéré pour 3 ans. Le pauvre. Et il doit rembourser Le tout. pilote de ligne, oh là là. Le faux pilote de ligne. Il y a des gens qui se font... Alors, il y a un qui nous a fait rire. À l'époque, j'avais une audience sur Alger. Il se faisait passer pour le procureur de la République du tribunal de Ben Moulay. Ben celui-là. Et comme par hasard, il ironie s'est pas du mis sort, des gants. Hein. il a été présenté devant le vrai procureur du tribunal de Ben Moulay. Et franchement, alors ça va être un petit, on va dire, une petite anecdote. Quelle a été on va dire, comment la réaction justement du vrai procureur? Ils rigolent, hein, donc voilà, ils prennent ça. Ils disent, ils moquent pas de crasse, ces gens-là. Exactement. C'est-à-dire, ils évaluent pas les dégâts et les conséquences de leurs actes. Oui. Et ça, c'est des cas qui relèvent un peu de la psychiatrie. De la psychiatrie, aussi. exactement. Voilà, donc parce que moi j'ai parlé avec des psychiatres et tout, ils m'ont dit, c'est des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à réuir, qui ont eu beaucoup d'échecs. Effectivement. Voilà, oui. donc, alors la loi est claire, donc c'est la loi 06-23 de 2006, c'est portant code pénal modifié. Donc s'il y a un problème, présentez-vous. Des fois, il y a des personnes qui se sentent, qui ont honte de déposer la plainte. Elles se disent comment je vais dire, comment je vais expliquer, Oui. comment... J'ai été eue, comment Voilà. expliquer Voilà. cet acte, Et comment il y a- expliquer ce qui m'est Tout à arrivé. fait. Il y a d'autres qui n'aiment pas, c'est-à-dire qui refusent de déposer plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé des pots de vin. Ah, Voilà. Et le pot de veut vin, dire que voilà. Donc c'est un délit. il est puni par la loi. Voilà. effectivement. Donc, et là, les escrocs continuent à escroquer et ils sévissent encore et encore et encore. Voilà. Alors, et comment se protéger déjà? Alors, Est-ce qu'il y a moyen de se protéger de ces calomnies? comme je l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire très attention et ne croire personne. Par exemple, il y a des gens qui se sont fait passer Mon pour Dieu. des avocats. Je vous assure que moi, à chaque fois, on me fait des coups d'un mec. Mais bon, heureusement que ça m'a... C'est-à-dire, ils ne m'ont pas escroqué encore, Voilà. on ne m'a pas pris de l'argent. Mais des fois, Voilà. c'est-à-dire, on croit, C'est l'abus de on croit les confiance. personnes, C'est hein. l'abus de confiance, Voilà, des fois. c'est ça. Voilà. Alors, ne croyez plus personne. Croyez qu'en Dieu. Voilà. Moi, je vais croire personne. Faites attention. Je ne vais croire vraiment personne. Ça, c'est le quelqu'un- conseil de notre conseillère Voilà. juridique. Se présente à vous, faites une enquête sur cette personne. Demandez des gens, allez-y voir. S'il vous dit j'ai un cabinet, par exemple, il y a des gens qui se sont fait passer pour des avocats. On l'a eu juste avant le confinement, 2 mois avant, il y a eu quelqu'un qui était clerc d'avocat qui se faisait passer pour un avocat. Il avait même établi une carte d'avocat. Bon, mais Voilà. c'est facile hein, de se faire Voilà. des cartes de C'est pas de facile parce visite. qu'on nous demande l'agrément et la carte professionnelle pour qu'on puisse, c'est-à-dire... Des fois, comme vous avez dit, de toutes les façons, il y a complicité il y a partout. complicité, Voilà. ça c'est certain. Tout à fait. Quelqu'un qui veut faire un coup, il n'opère pas tout seul. Tout à fait, tout à fait. Possible. Donc il faut faire très attention. Il faut mener sa petite enquête et ne croyez personne. Ne donnez pas d'argent, ne donnez pas vos documents. Faites attention. Et en plus, une fois que si ça vous arrive, par malheur, tout de suite vous déposez plainte. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Même s'il y a eu pot de vin, il y a eu déposez plainte. Voilà. Donc on s'adresse au commissariat de police. commissariat ou au procureur de la République du tribunal compétent, c'est-à-dire de la ville où ça s'est passé. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Oui. Donc et pour le prochain numéro? Alors, le prochain numéro, c'est un sujet qui est très intéressant Oui. et qui touche beaucoup de personnes, en particulier nos chers expatriés. Donc, c'est la kafala, le recueil légal. Voilà. Le recueil Légal, qu'on appelle en droit musulman la kafala. Parce que nous, on n'a pas l'adoption,
Elle est donc, c'est haram. Donc l'adoption, c'est tabani. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le kafala. Donc il y a beaucoup de nos chers expatriés qui viennent prendre en kafala des enfants d'ici, d'Algérie. Mais le problème se pose au niveau du pays où ils vivent, où ils résident. Où ils résident. Européen. Le lieu de résidence. Voilà, européen, l'espace Schengen, en Amérique, pas les pays musulmans. Pourquoi? Parce que la kafala, généralement en pays européen, n'est pas reconnue. Ils reconnaissent que l'adoption. Que l'adoption, ah voilà. D'accord, donc c'est un problème quand même. Voilà, mais ils ont essayé dernièrement, il y a une nouvelle loi pendant c'était le mois d'août, voilà. Oui. Donc pendant le confinement, qui essaye, parce qu'il y a eu beaucoup de doléances et tout, qui essaye de régler un petit peu le problème de cette kafala en France et dans les pays européens. Mais il y a eu une polémique incroyable, comme toujours. Comme d'habitude, voilà. Comme d'accoutumé. Voilà. Quoi. Mais c'est très, très intéressant. Alors, s'il y a une question à poser, on sollicite nos chers téléspectateurs. Et effectivement, voilà. Sur ma page Facebook, de toutes les façons, vous avez l'habitude de m'envoyer des messages et de me poser plein de questions juridiques pour qu'on puisse répondre et bien sûr répondre à vos attentes. Donc, Maître Jamila, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de partager avec moi ce plateau. Toujours un plaisir. Donc la semaine prochaine, il sera question de parler de la kafala. Le recueil légal. Le recueil légal. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, on vous propose le sujet signé Selim Skandar, eh bien, concernant la prise en charge des enfants autistes. Et on se retrouve juste après avec notre invité. Les enfants souffrant de l'autisme trouvent souvent des difficultés à interagir avec les autres, ce qui entrave la bonne intégration de l'enfant autiste dans la société. C'est dans ce sens qu'interviennent les spécialistes afin de les encadrer et de les former à surpasser leur maladie. Un programme يخدموا به même عندهم devoir يعطوهم يديرهم في الدار أعمال تاع مهارة تاع تنمية الكفاءات وتاع الكتابة. هي حالة صعيبة شوية تاع التوحد. يحسن نعاونهم الوالدين خاطرش حالة صعيبة شوية خاصة إلا ما لقاوش توجيه من الأولى. كيما حنا الأولى نهار اللي عبينا به ما لقيناش توجيه. زعما كيما نقولوا كنا تايهين. نظن باللي يليق شويه كثر اعلام من ناحيه تاع التوحد لاخاطرش كاين بزاف الوالدين كيما حنا كيما حالتنا بالك ما على بالهمش كاع باللي كاين هذه المدرسه ربما ممكن ما على بالهمش وين يروحوا وين الباب اللي يطرقوا فيه. صافي دروك بديت حايره وين نديه. الحمد لله هنا سي منير راه تقبله وراه في 2 موا ملي راه هنايا قبل الكورونا عاود عيط لنا راه في ان سومان قالنا عاودوا دخلوه رانا نشوفوا الحمد لله يا ربي. تكون عندها الصبر بالبزاف وتحاول تخرجه ما تخليش في الدار باسكو يليق لهم الحنانه بزاف. هذه الفئه من شريحه من المجتمع فمديريه التربيه لولايه وهران اعطت لها اهميه بالغه حيث ان هنا مثلا هناك مدرستين مغلقتين تم استرجاعهما في زوج وفتحناهم للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا ماشي فضل فقط مديرية التربية إنما هي مبادرة وهي اللي اسعت إلى هذا المسعى. لولا يعني مساعدة مديرية الضمان الاجتماعي وكذلك مديرية الصحة لأن هذه النوع من يعني الشريحة من التلاميذ هي هناك الصحة لازم الدخل فيها وكذلك الضمان الاجتماعي. فهذه الشريحة يعني يعطينا لها عناية اللازمة وسنسعى لفتح أيضا بعض المرافق أخرى لهذه الفئة كلما يزيد الطلب. إذا نطلب الأولياء يعني المدرسة مدرستهم ويتقدموا في كل الأحيان. حنا ناخذوا بعين الاعتبار يعني طلبة تاعهم. Pour une meilleure amélioration chez l'enfant, une série d'exercices ayant pour but d'intégrer les enfants dans des jeux d'interaction pour améliorer leurs compétences. كتجربة يعني احنا هاد الأطفال
اون جينيرال، يعني التاخر الذهني والتوحد حنا رانا نوجهوا فيهم باش ندمجوهم للاقسام العاديه. المدرسه تاعنا الهدف تاعها استقبال الاطفال، او بالاحرى استقبال كل ملفات الاطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد على حد سواء. هنا نستقبل كل الملفات ثم نقوم باختيار وفق شروط اساسيه نعتمد عليها لدخول اطفال للاقسام الخاصه، من بينهم السن يكون من 6 سنوات إلى 9 سنوات، ثم يكون عندهم اضطراب توحد خفيف يسمح لهم باكتساب مشوار دراسي بسيط يساعدهم للاندماج في قسم عادي مع أطفال عاديين. Un traitement prématuré et intensif pourrait jouer un rôle très important dans la vie de beaucoup d'enfants autistes. Eh bien, la direction de l'éducation, ils ont fait beaucoup de choses et ils ont ouvert même des classes spécialisées, d'où la présence de M. Aboud Mounir. Alors, vous êtes chef de bureau de la santé scolaire, chargé du dossier autisme. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Alors, quelle est la mission de la direction de l'éducation concernant le dossier de l'autisme? Bon, pour commencer, il faut spécifier que ce dossier, c'est la collaboration de 3 directions. Il y a la coordination de 3 directions. Oui. Bon, il y a la direction d'éducation, il y a la direction de l'action sociale, il y a la direction de la santé. Et on a eu l'idée de prendre ce dossier en commun parce qu'il y avait un problème de parents. Les parents étaient en errance. Ils ne savaient pas où contacter, où inscrire. À qui s'adresser. L'idée, c'était de centraliser les dossiers et les inscriptions de ces enfants. Une fois les dossiers déposés au niveau de la direction d'éducation, pourquoi? Tout simplement parce qu'à un certain âge, on a besoin des bancs de classe pour nos enfants. Effectivement, atteint 5-6 ans, ça y est, c'est bon. Oui. Voilà. C'est pour ça que les parents, le premier contact, c'est la direction d'éducation. Donc, on a pensé à créer cette école de Nasri El-Houeri. Première fonction, c'est de recevoir les parents, inscrire les enfants dans un programme de prise en charge et d'orientation. Bon, ces 3 volets sont pris en charge par les 3 directions. Il y a la direction de l'éducation, il y a la direction de la santé qui sont en charge du diagnostic de l'enfant. Effectivement, et c'est très important d'ailleurs. Très important. Parce que le diagnostic de l'autisme, c'est très difficile déjà de diagnostiquer que cet enfant est atteint d'autisme, parce que des fois, il y a les parents qui se disent, tiens, non, c'est juste, il est retiré, il est calme, il est très gentil, il est ça, il est sage. Il n'est pas verbal, il a commencé à parler à un certain âge. Donc, tout le monde donne des diagnostics qu'il ne faut pas. Et là, on se trompe sur toute la ligne. La deuxième raison qui est beaucoup plus importante, c'est que le diagnostic des pédopsychiatres nous donne le statut de l'enfant. C'est un autiste, il a un retard mental, c'est un épileptique, il n'a rien, il a tout simplement un échec scolaire. Effectivement. Il a des dysfonctionnements, c'est un hyperactif. Tout ça est important. Pourquoi? Après, on va l'orienter, après ce diagnostic, on va l'orienter vers l'ADAS. Il y a une équipe d'intégration de psychologues, d'orthophonistes, de pédagogues, pour qu'ils nous donnent le genre de prise en charge qu'il faut. Parce qu'il y a une diversité de classes. On a les classes pour les autistes, on a les classes pour les retards, les déficients mentaux, on a des classes pour les enfants qui ont des implants. Et on a des classes, les malentendants, il y a les classes pour les élèves, bien les enfants qui ont des échecs scolaires. Tout ça, il faut qu'il y ait un certain statut. Celui qui le donne, c'est le pédopsychiatre. Puis c'est l'équipe d'intégration qui va nous dire c'est dans quelle classe qu'il faut intégrer cet enfant. Ah, très bien. Voilà. Bon. L'éducation a la charge de prendre le côté administratif de l'opération, l'ouverture des classes. Bon, cette année, on est en train, peut-être, Inch'Allah, de toucher la 50 classes au niveau de toute la wilaya. Donc, actuellement, il y a 50 classes spécialisées, c'est ça? On va aller jusqu'à 50 classes. Actuellement, exactement, il y a 42 classes ouvertes sur le territoire de la wilaya d'Oran. Ah, très bien. Oui. En plus des 2 écoles, l'école Nasri El-Houeri et l'école Saleh Hachmi. Ah, très bon, bien. il y a 2 classes pour les déficients mentaux, les retards,
il y a 2 classes pour les implants, les malentendants, et le reste, c'est les classes pour les autistes. La prise en charge psychologique, elle est donnée par l'ADAS. J'allais y arriver à ce volet. Voilà. C'est-à-dire comment se fait justement la prise en charge psychologique pour cette catégorie d'enfants. Très bien, c'est très important de dire la prise en charge psychologique. Ben oui. Parce que les parents ont tendance à croire que ces classes, c'est pour les acquis cognitifs. Mais non. Non. On est un peu... il ne faut pas voir l'enfant. L'enfant, à un certain stade, il n'est pas communicant. Ben oui. Il n'est pas réceptif. C'est tout à fait normal, parce que déjà son état psychologique ne s'y prête pas. Voilà. C'est pour ça qu'on les prenne du côté psychologique dans les classes, pour les préparer à une intégration dans une classe normale. Là, dans une classe normale, qu'on va parler d'acquis cognitifs. المكتسبات المعرفية. La prise en charge et les prises en charge psychologiques. Il travaille sur le comportement de l'enfant, sur sa concentration. Il travaille sur le côté psychologique, s'il a des troubles, s'il y a des dysfonctionnements. Bon, il faut l'autisme des fois. Bon, il faut des spécialistes pour qu'ils en parlent un peu plus, d'une manière plus... Des orthophonistes aussi. Exactement, il y a des orthophonistes. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a ceux qui ont un dysfonctionnement lexical, le verbal, il y a le graphisme, il y a l'orthographisme. Effectivement. Tout ça, on le traite au niveau de ces classes. La prise en charge, c'est des spécialistes. C'est des psychologues, mis à la disposition de l'éducation par la DAS. Donc, généralement, on a 1 à 2 spécialistes par classe. Le nombre d'élèves ne dépasse pas généralement 8 élèves par classe. C'est très important. Ah, très bien, parce que j'allais justement vous poser cette question. Il y a la prise dans ces classes spécialisées, il y a combien d'élèves? Parce que là, on ne peut pas mettre plus de 8 à 10 élèves, puisque, on va dire, l'éducateur, c'est qu'il aura affaire à chaque cas par cas. Il y a un travail individuel avec les Effectivement. enfants. Il y a un travail de groupe. Bon, pour les classes où on a un seul éducateur, ou bien un seul spécialiste, un seul psychologue, ou bien une enseignante, le nombre généralement ne dépasse pas 4-5. Pour les classes où il y en a 2, on peut aller jusqu'à 8. D'ailleurs, on a des images sur les classes. Oui, vous m'aviez dit, c'est mon école, et vous étiez très content d'ailleurs de voir ça. De mes enfants, ça c'est la première école, c'est les premières classes qu'on a ouvertes. C'est des classes communes, il faut le dire, avec la DAS. Elle est en train de faire un grand travail. Très bien. Alors, on passe justement à une question qui est très importante. Déjà, alors, quelle est la différence entre l'enseignement spécialisé et l'enseignement adapté? Voilà. Bon, pour l'enseignement spécialisé, normalement, c'est l'enseignement qui prend en charge ces enfants et qui ont des troubles. Qui ont des troubles de déficience mentale ou bien d'autisme ou de dysfonctionnement. Bon, pour l'enseignement adapté, il touche les élèves déjà inscrits. D'accord. Bon, ces élèves, on les détecte ou bien on fait le dépistage quand ils sont à la 2e année primaire. L'année passée, on a touché plus de 2000 enfants. 2000 enfants qui ont refait l'année plus de 2 fois, en 2e année. Et le côté ma'rifi, il est très faible. Bon, on fait un dépistage avec les unités de dépistage et de santé. Là, intervient aussi la santé. Pour dire, on a 42 unités de dépistage et de suivi, les UDS, implantées au niveau des établissements scolaires. On a fait un dépistage. Il écarte les pathologies de vue, les malentendants, ceux qui ont des troubles. Bon, même il y a des élèves inscrits qui ont des troubles. C'est des enfants qui n'étaient pas déclarés. N'étaient pas déclarés auparavant, qu'ils sont autistes ou bien ils ont un retard mental. Voilà. À certains, bon, à la 2e année primaire, on commence à les voir. Côté pédagogique, bon, il n'y a pas d'acquisition. Très bien. Là, on va les spécifier dans le cadre d'élèves à échec scolaire. D'accord.
on les oriente vers une classe adaptée. Adapté. Une classe où il n'y a pas plus de 15 élèves. Le programme, c'est le programme de la deuxième année primaire, le programme officiel, mais d'une manière plus adaptée. D'ailleurs, j'allais arriver justement au programme qui est adapté à cette catégorie d'enfants. Est-ce que c'est le même programme qui est adapté aux autres élèves qui n'ont pas de problème? Pour l'enseignement adapté. Pour l'enseignement adapté. C'est le même, mais d'une manière un peu plus étalée, un peu plus approfondie. Parce que même là, dans ces classes, il y a un certain travail individuel. Très bien. Parce qu'on trouve des élèves qui ont un problème d'écriture, d'autres qui ont un problème de lecture, d'autres qui ont un problème de calcul. C'est là où l'enseignante intervient. Intervient, exactement. Alors, et on passe justement à une très, on va dire, épineuse question, puisqu'on parle toujours de la prise en charge de ces personnes qui nécessitent une prise en charge spécifique, mais on ne parle jamais de l'éducation des parents. Ah, là, oui, ça, c'est le grand problème. Effectivement. Déjà, l'idée de ce programme, c'était les parents. Bon, on a vu qu'il y avait une certaine errance des parents. Il ne faut pas les blâmer. C'est leur enfant, c'est nos enfants. Mais il faut qu'ils sachent, les parents, qu'on est en train de les prendre en charge parce que c'est des enfants qui ont ils ont un manque. C'est pour ça qu'on parle de besoins spécifiques. Il ne faut pas qu'ils s'attendent le côté ma'rifi, il faut qu'on oublie à un certain moment, à un certain stade, le côté cognitif, l'acquis cognitif. Il faut penser beaucoup plus comment intégrer cet enfant dans son monde. Effectivement. Un monde d'enfants. Oui. Voilà, d'ailleurs, ça c'est une idée qui m'est passée par la tête, c'est qu'il faudrait un petit peu que les parents puissent percer la bulle de leur enfant et vivre un petit peu avec eux ce moment-là. Moi, je pense que ça doit être ça, non? Oui, bien sûr, parce que des fois, les parents ne savent pas l'handicap ou bien le trouble, j'aime pas dire l'handicap, le trouble de leur enfant. Ils ne pensent qu'au bon de classe. Effectivement. Le bon de classe, c'est un droit. Ils sont focalisés. Voilà, très bien. Ils sont focalisés. Mais ils diffèrent d'un enfant à un autre. C'est ça notre travail. Donc il faut essayer un petit peu on est en contact toujours. À être tout le temps en contact avec les parents. Et c'est ça l'une des fonctions principales de l'école de Nasser El-Houari, c'est la réception des parents. Maintenant, ce n'est pas l'ordinaire, la routine de déposer un dossier. Non, ils déposent, on parle, on discute de l'enfant. On leur dit ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, parce que ce qu'il faut toujours préciser, c'est pas, on ne prend pas en charge tous les enfants qui se présentent. Il y a certains critères pour ces classes communes entre la DAS et l'éducation. Entre la DAS et l'éducation. Et c'est les enfants, généralement on prend en charge les enfants qui sont susceptibles d'être intégrés dans une classe normale. Très bien. C'est-à-dire qui ont un trouble léger. Très bien. Il y a des cas où ces classes communes ne peuvent pas les prendre en charge. On les oriente vers les centres de la danse où il y en a 3. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Aboud. Ce fut un plaisir. Eh bien, à la prochaine, pourquoi pas. Alors, vous aimez le miel pur? Je ne connais pas. Le miel. Oui, le miel, bien sûr. Oui, le miel pur. Pas bien entendu. Ah d'accord. Alors d'ailleurs, c'est la saison où on prend beaucoup des tisanes. On prend du miel pur avec du citron pour un petit peu avoir une... Oui, surtout avec la pandémie, on ne parle que de ça, du citron et du miel. Et de la vitamine C. Et de la vitamine C. C'est ce qu'on aura tout à l'heure. Ah, eh bien là, je vous invite à suivre avec nous le sujet signé Selim Skandar sur l'apithérapie. On se retrouve juste après. Association de l'élevage apicole et production du miel naturel, une association qui contribue à la promotion du miel et ses dérivés en Algérie. الجمعية هذه تعمل على تربية النحل والإنتاج العسل الطبيعي، إنتاج العسل والبولان، بروبوليس، الغذاء الملكات، تربية الملكات، لي زيسان، يعني لي زيسان ستادير طرود النحل
والجمعيه كذلك تقوم باعمال اخرى مثلا لي توني تاع النحال، لي سيبور تاع الصناديق تاع النحل، والصناديق النحل اون بوا باللوح الخشبي، هذا هو اللي تخدم عليه الجمعيه. ونديروا اوسي ثاني لي ستاج لين كونتاكت مع التكوين المهني والغرفه الفلاحيه الى اخره. L'association organise par ailleurs des formations pour les enfants afin de leur inculquer la culture de l'apiculture et les sensibiliser sur la protection de l'environnement. عندنا انواع في الملحل هنا في الجمعيه تاعنا، عندنا انواع كثيره من العسل نديروها، منها عسل مختلف الازهار، عسل كاليتوس، عسل الشوكيات، والشوكيات تختلف فيها تاني انواع بزاف، وعسل السدر ما نديروش فيه في هذا هنا، ما نديرو الصحراء، وعندنا تاني عسل الجرجرير، عندنا انواع كثيره من العسل نديروها هنا. Le travail laborieux de l'association a permis l'ouverture d'un cabinet d'apithérapie où l'on soigne les patients par les abeilles et les produits d'apiculture. Donc l'apithérapie هي العلاج بكل منتجات خلية النحل. Bon, premièrement, j'avais une maladie auto-immune, sclérose en plaques, تصلب اللويحي. Donc j'ai fait كاع صح لي رام اللي عرفتها، درت كاع لي فاكسان، aucun résultat، درت ميم تيسابريس سيروم chaque mois. تاني سون ريزولتا. كاينه اون مالاد تاني كنت نعرفها عندها لا ميم مالادي، قالت لي على لابيثيرابي، قلت بوركوا نو حاجه ناتورال ربي وصلنا بها، نتكلوا على الله، باسكو جافي بوكو دو بلاك اكتيف في السيرفو. الحمد لله بديتها بسم الله حبه حبه 6 موا بدات بالنتيجه، عاودت لي رام اوكين بلاك اكتيف، تبعت مع لا كولون فيرتيبرال باسكو عليها كانت عندي كاع حد جهه كاع هكذا ما نلقات لا سونساسيون لا والو. الحمد لله افيك لو فيرون دافي باسكو على لو فيرون دافي il régénère les cellules وجابت نتيجه والحمد لله دروك رانا غايه ورانا في. Eh bien voilà, on va parler des bienfaits du miel et des produits de la ruche avec Nabil Tamrari. Alors lui, il est apithérapeute. Bonjour. Exact, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et marhaba bik. Alors qu'est-ce que l'apithérapie? Mais avant de me répondre, eh bien, je rappelle que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Alors, qu'est-ce que l'apithérapie? Donc, l'apithérapie, c'est un mot. Donc, api, c'est l'apiculture. Et thérapie, c'est-à-dire on traite avec les produits de la ruche. Très bien. Donc, ça existe depuis longtemps. كانوا بكري الفراعنة. Millions d'années. الفراعنة كانوا يستعملوها، الهنود الحمر كانوا يستعملوها. Après la Deuxième Guerre mondiale, ما كانش كاين les moyens. Donc, كانوا يutiliser les produits de la ruche pour traiter des maladies. Pour traiter certaines pathologies. D'ailleurs, on utilise actuellement le miel pur pour la cicatrisation. D'ailleurs, il est même utilisé dans un grand hôpital en France, à Lyon. Exact. Voilà, donc pour les grands brûlés d'ailleurs. Brûlures. Donc, même nous, on n'a pas que le miel, parce que les gens ils connaissent juste le miel. Oui. Donc, la ruche, on a plusieurs produits. D'ailleurs, on arrivera à ce volet-là. Alors, comment se soigner avec les abeilles et beaucoup plus les piqûres d'abeilles? Pour le moment, les gens connaissent le venin d'abeille. Alors, attendez, je vais vous dire. J'ai été piquée plusieurs fois par des abeilles et je sais que c'est très douloureux. Est-ce que cette nouvelle tendance de se soigner avec les piqûres d'abeilles fait mal déjà? Donc, le composant du venin d'abeille, il y a une substance qui s'appelle protéine. C'est ça qui fait la douleur dans le corps humain. Ah, d'accord. Donc, les apithérapeutes doivent faire des formations sur le seul problème dans le venin d'abeille, c'est les allergies. Les produits de la ruche. On a peur des allergies. Donc on risque de développer une allergie suite à la... On doit d'abord savoir gérer les allergies. Et quand on travaille avec les produits de la ruche, avec des petites doses, une petite quantité, et des endroits précieux. Donc on doit... Bien précise. Faire l'apipuncture pour avoir les points d'énergie dans le corps humain. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre l'apithérapie et l'acupuncture? Il y a plusieurs relations, pas que avec l'acupuncture, même la nutrition. D'ailleurs, on va recevoir tout à l'heure notre nutritionniste. Oui, parce qu'il y a des éléments qui provoquent des allergies. Donc on a un risque. Donc, et on doit savoir le méridien, le corps humain, les points d'énergie pour savoir comment travailler avec. C'est des points précis. Donc c'est pas
C'est étudié. ماشي نحكموا نحلة dans n'importe Donc chaque maladie, on a les points تاعها le nombre de piqûres, les séances, j'ai le 7, donc on suit voilà donc on doit avoir un rapport médical. Ah, voilà, j'allais arriver à ça. Est-ce que vous prenez comme ça en aléatoire des malades qui se présentent vers vous et vous disent voilà, j'ai mal tel ou tel endroit, j'ai des problèmes d'arthrose, j'ai des problèmes de colopathie, j'ai des problèmes de diabète, d'hypertension. Alors comment se fait justement cette prise en charge apithérapeutique? Donc subhanallah, la plupart des malades, ils jouent la médecine traditionnelle, donc la médecine ما يلقوش نتيجه كي يفقدوا الامل يقولوا نسيو المنتجات خاليه النحل وعطات نتيجه كبيره سبحان الله. دونك حنا لا مالادي مادام تكون جديده مادام عندنا بلوس دو شونس. Des fois la base des médicaments d'ailleurs c'est une base on va dire naturelle. C'est à base de plantes, à base de voilà. C'est ça. Donc le fait اللي يجوا اللي نصهم كاع يكونوا متيأسين ونبداو نخدموا. دونك حنا شنو نديروا Alors est-ce que vous prenez par exemple moi j'ai on va dire peut-être un problème d'arthrose et je viens vers vous. Alors, et là, je vous dis, voilà, j'ai un problème d'arthrose, je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que je peux jouir de cette prise en charge apithérapeutique? Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Donc, la première des choses, on doit faire le test d'allergie. Voir est-ce que le malade il peut être traité par le venin d'abeille. On doit éliminer la première séance. C'est le test d'allergie. Est-ce que vous exigez un rapport médical d'un médecin? Obligé. On travaille avec des médecins. C'est obligatoire. Obligatoire. On travaille toujours avec collaboration avec des médecins. On doit suivre le résultat parce qu'on commence avec un rapport et après, à faire à mesure, on doit faire un autre contrôle pour voir le résultat. Donc même le patient, il va se sentir après 4 séances, 5 séances, il va se sentir mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Donc, c'est le résultat des analyses qui prouvent qu'il y a une efficacité avec les produits. Très bien. Alors, quels sont les bienfaits justement des produits de la ruche? Donc, premièrement, الوقاية خير من العلاج. Exactement. D'accord. Prévenir mieux que guérir. Donc, une petite cuillère de miel chaque jour à jeun, elle augmente l'immunité. Là, le corps il peut faire face à des virus, à des problèmes. Par contre, moi je préfère prendre un truc naturel que prendre des médicaments. Des médicaments. Alors, et l'antibiotique justement le plus puissant. Donc là, on peut rentrer dans les produits de la ruche pour parler de chaque produit. Oui. Donc, premièrement, on a le miel, on a la gelée royale, on a le pollen, on a la propolis, on a le venin d'abeille et on a la cire d'abeille. Même pour le moment, j'ai fait une petite formation sur l'air de la ruche. C'est une thérapie avec l'air de la ruche. Donc, en parlant du miel, le miel, on a plusieurs genres de miel. Effectivement. Et chaque miel, on doit savoir les composants du miel, à quoi il sert. D'accord. Par exemple, la vitamine C, on peut prendre l'orangie, miel d'orangie d'Achina, eucalyptus, miel d'eucalyptus pour les problèmes respiratoires. Donc, ainsi de suite. On a plusieurs. Donc, pour l'énergie, on peut prendre du pollen frais. Effectivement. Donc ces protéines végétariennes, ils donnent beaucoup d'énergie, même pour croissance. Surtout en ce moment justement de Covid-19, c'est pas évident. Même pour les sportifs, pour qu'ils ne prennent pas des compléments alimentaires, le pollen, c'est mieux que prendre un truc. La gelée royale, pour la mémoire, pour régénérer. Le venin d'abeille, il peut régénérer des cellules. Il provoque le corps. Il est riche en mélatine. La mélatine, elle provoque le corps à substance cortisone. Ah d'accord. Donc ça qui est le plus grand iltihabat. Les inflammations. C'est ça. Donc on a aussi la cire d'abeille. Donc même la cire, on a plusieurs qualités de cire d'abeille. On a la cire, la super cire et la cire normale. La cire, c'est la base pour qu'on puisse travailler sur des crèmes, du savon, produits esthétiques, tout produits esthétiques. Très bien. Donc ça. Donc aussi on a le propolis. Le propolis, c'est un antibiotique naturel. Très bien. Donc ça, c'est un. Là, la propolis, on peut la consommer en poudre, sinon en tablette comme ça. Oui, en tablette. Sinon en liquide. Il passe par plusieurs. Très bien. Alors, et comment, de quelle façon peut-on être apithérapeute? La formation.
D'accord. Tout c'est une formation de combien de temps? Plusieurs formations. Donc, c'est un ensemble des formations. La première des choses, on doit avoir les produits de la ruche. D'accord. Si tu n'as pas les produits de la ruche, tu ne peux pas... on ne peut pas suivre la formation. Chez qui on peut la suivre, cette formation? Moi, j'étais à l'étranger. J'ai fait des formations. J'ai cherché. Il n'y avait pas ici en Algérie. J'ai cherché en étranger. Je me suis déplacé faire des formations. De combien de temps? J'ai fait 4 formations. Je peux dire les pays? Ah non. Non. Donc c'est ça. Donc j'ai fait 3 formations. Et même ici, j'ai fait l'apipuncture pour savoir les points d'énergie. Justement. Nutrition tardive pour savoir comment gérer. En Chine? Non, ici en Algérie. D'accord. Donc, et aussi, à force de travailler, elle a donné beaucoup de résultats. Très bien. Très bien. Un dernier mot? Donc, أنا نتمنى للمشاهدين أنه يتغداوا منتجات خالية النحل أفضل ما يقووهم ويعطوهم طاقة ويعطوهم نشاط. Oui, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, on consomme beaucoup le miel pur ces temps-ci, surtout de Covid. Et comme on est en pleine saison d'agrumes et vous nous avez proposé du miel d'oranger, eh bien, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre avec nous les bienfaits des agrumes. Et ils en ont beaucoup, hein. Alors suivez, on se retrouve juste après. Peu caloriques, apportent des fibres, fournissent de la vitamine C, détoxifient le foie, réduisent la durée et les symptômes du rhume, abaissent le taux du cholestérol, se digèrent facilement. Pour passer l'hiver en pleine forme, c'est le moment de déguster quotidiennement orange, citron, clémentine et pamplemousse. Et oui, les agrumes renforcent l'immunité et favorisent la digestion et protègent notre cœur. Ils en ont des points forts, les agrumes, hein? Ces fruits sont incontournables. Ils possèdent une forte densité nutritionnelle en raison de leur teneur élevée en vitamines et de leur faible apport calorique. 40 à 45 kcal par 100 grammes et seulement 32 pour le citron. Ils achètent bio de préférence, surtout si l'on souhaite utiliser les zestes ou manger le fruit avec sa peau. Pour bénéficier entièrement de bienfaits des agrumes, il est préférable de consommer les fruits entiers. Sous forme de jus, une partie des fibres est perdue. Il faut découper les fruits au dernier moment afin de ne pas détruire les vitamines. Et tant qu'à boire un jus, rien ne vaut celui confectionné à la maison frais et pressé et au dernier moment. Il faut savoir que agrumes et médicaments ne font pas bon ménage. Leur consommation est à éviter dans les 3 heures qui précèdent ou suivent l'ingestion d'antiacides gastriques. Eh ben,
Et bien voilà, c'est mon téléphone qui sonne. Alors voilà, je suis en compagnie de notre nutritionniste, Dr Bouklia Hassen. Alors bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Ben, on a pris goût à la nutrition. Oui, et puis on est moins stressé que la première fois. Exactement. Alors, il sera question aujourd'hui de parler d'obésité, de surpoids et d'obésité morbide. Alors, quelle est la différence entre ces trois, on va dire, pathologies? Oui, bon, il faut d'abord situer un petit peu l'obésité, lui donner une définition, etc. Il faut savoir que c'est une maladie qui est due à la mauvaise adaptation au nouveau mode de vie. Oui. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est due à la surabondance et la surconsommation, avec un pouvoir d'achat qui est maintenant élevé. Donc on a tous accès à l'alimentation, et l'alimentation très riche. D'accord ? C'est une véritable épidémie. L'obésité est une maladie chronique qui est difficile à soigner. Et qui touche d'ailleurs plusieurs pays dans le monde. Elle touche pratiquement tous les pays du monde, et l'OMS parle de plus de un tiers de la population mondiale est en surpoids ou en obésité. Alors quelles sont les causes justement de ce surpoids et d'obésité? Bon, les causes sont multiples. D'abord, il faut savoir que l'obésité, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de la graisse corporelle et une modification du tissu adipeux. Alors, cette accumulation, elle peut nuire à la santé, elle diminue l'espérance de vie. Et une fois qu'on a cette accumulation, on se retrouve atteint d'une maladie chronique, l'obésité qui est difficilement traitable. Effectivement. D'accord. C'est ça le... Et qui peut entraîner plusieurs pathologies très chroniques après. Oui, dans son évolution. Donc, telles que l'hypertension, le diabète. Exactement. Alors, si on veut parler de l'évolution, comment elle se fait, cette évolution, elle se fait en deux phases. L'obésité, elle va évoluer en deux phases. On a une première phase qu'on appelle la phase dynamique, c'est-à-dire la phase d'accumulation, où le patient consomme des aliments très énergétiques, donc il accumule. Et ensuite, on a derrière ça la phase statique, c'est-à-dire où il a atteint un poids, et il va rester un poids en obésité, bien sûr un poids anormal, et il va rester dans ce poids. D'accord, c'est là la phase statique. C'est-à-dire il y a l'évolution, et là, il faut savoir que physiologiquement, on a deux stades. On a le stade de l'hypertrophie et le stade de l'hyperplasie. Alors j'explique. Au départ, le corps humain possède un certain nombre de cellules graisseuses, les adipocytes, un nombre prédéfini. Donc quand on surconsomme, on va stocker dans ces cellules graisseuses. Et tant qu'on ne dépasse pas le nombre, c'est-à-dire qu'on est à un certain niveau, on est en stade d'hypertrophie, c'est-à-dire que la cellule gonfle, elle s'hypertrophie. Et à ce niveau-là, l'obésité, elle est réversible et on peut la traiter relativement facilement. Alors, à ce stade-là, est-ce qu'on parle d'obésité ou on parle de surpoids? Ça dépend. Alors là, on a l'indice l'IMC. Je reviendrai tout à l'heure. Et pour expliquer si on est en surpoids ou en obésité, d'accord, ça c'est des chiffres pour savoir. C'est pas par rapport au nombre de cellules graisseuses qu'on va définir si on est en surpoids ou en obésité. Et donc là, à ce stade, au premier stade, ce qui est important, c'est parce que il est traitable, ce premier stade, l'hypertrophie des cellules graisseuses. On peut traiter, c'est réversible. Le deuxième stade, c'est une fois que le nombre de cellules graisseuses prédéfinies et remplies sont toutes utilisées, elles vont se multiplier pour créer de nouvelles cellules pour le stockage. Et là, c'est le stade de l'hyperplasie. Et c'est un stade presque irréversible qui est très difficile à traiter. Voilà, donc c'est pour ça que moi, pas moi seulement, mais tout le monde conseille, c'est de prendre en charge très tôt ce problème de surcharge pondérale et d'obésité. Très bien. Voilà. Alors, et à quel moment peut-on parler d'obésité, de surpoids? Voilà. Alors, ça, il y a des classifications. La classification la plus fréquemment utilisée, c'est l'IMC, ou BMI en anglais. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Comment on va le déterminer? C'est très facile. On prend le poids et on le divise par la taille au mètre carré. Par la taille en mètres et au carré, élevé au carré. Bon, c'est un petit peu mathématique. Et on a des niveaux de référence. Par exemple, cet indice, quand il est situé entre 19 et 25, c'est un sujet normal.
D'accord. En dessous de 19, on parle de maigreur. Parce que ça aussi, c'est une pathologie. Donc, et oui, c'est une pathologie, justement. Son contraire, c'est la maigreur. Donc, en dessous de 19, on parle de maigreur. Alors maintenant, au-delà de 25, on sort du sujet normal. Alors, de 25 à 30, là, on est en surpoids. C'est ça le surpoids. Il ne faut pas que notre indice de masse corporelle, notre IMC, dépasse les 25. En réalité 29,9, mais on arrondit souvent à 30. D'accord. Au-delà de 30, on rentre dans l'obésité. Morbide. Pas tout à fait morbide. Il y a plusieurs stades avant d'arriver à l'obésité morbide. À l'obésité morbide. Alors l'obésité de stade 1, l'IMC est situé entre 30 et 35. On a ensuite, après 35, c'est entre 35 et 40, et c'est l'obésité sévère, de type 2. Au-delà de 40, on parle d'obésité morbide. À ce moment-là, c'est au-delà de 40 où on parle d'obésité morbide. Et même actuellement, on parle d'obésité de stade 4, d'obésité extrême. C'est avec un IMC qui est situé au-delà de 50, parce qu'on commence à voir de plus en plus de personnes qui ont des IMC supérieurs à 50. Alors, puisque vous êtes en train de me dire qu'il y a des personnes qui ont un IMC supérieur à 50, alors quelles sont ces causes d'obésité ? Alors, avant d'arriver aux causes, je voudrais aussi citer un deuxième modèle de classification. C'est en fonction de la répartition de la graisse dans le corps. Quand la graisse elle est répartie de façon homogène, donc on parle d'une obésité homogène. La graisse elle est sur le haut, le bas et au niveau de la ceinture abdominale. Maintenant on a l'obésité abdominale ou androïde, celle-là, la graisse va se localiser essentiellement au niveau de la partie supérieure et au niveau de l'abdomen. Et c'est cette obésité qui est la plus pathologique. Voilà, la bedaine par exemple, mais c'est elle qui est souvent la cause de ces maladies cardiovasculaires et autres. Hein, d'accord. Ensuite, on parle d'une obésité gynoïde. Souvent, c'est l'apanage des femmes. C'est la partie beaucoup plus basse au niveau des hanches, etc. Et celle-là, c'est beaucoup plus des troubles du retour veineux, etc. Hein, d'accord. Et maintenant, si on veut parler des causes de l'obésité. Justement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une personne obèse, elle ne présente pas souvent une seule cause. Ce sont ce qu'on appelle des causes multifactorielles, c'est-à-dire que chez la même personne, on va retrouver une association de plusieurs causes. C'est très rarement où on a une seule cause qui est la cause de l'obésité. Alors, on peut citer déjà les causes génétiques. Oui. Souvent, statistiquement, dans 70% des cas de personnes obèses, on retrouve au moins un des parents qui est obèse. D'accord. Donc, souvent, il y a un facteur, disons, familial. Après ça, c'est le point aussi très important, c'est le facteur alimentaire. Effectivement. Quand on a une alimentation trop grasse, on a une alimentation qui n'est pas équilibrée, eh bien, on tombe systématiquement dans l'obésité. Oui. En passant par le surpoids. C'est inévitable. Voilà, en passant par le surpoids. Et là, on ne se rend pas compte qu'on est en surpoids et du coup, on ne va pas consulter. Et là, on se retrouve dans un état... D'accord. Ça, c'est un problème psychologique. Oui. Donc, c'est un aspect très important de l'obésité, c'est d'être dans le déni. Effectivement. La personne, elle se dit, comme on dit chez nous, c'est la bonne santé, je me porte bien. Alors que alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire, justement. C'est le début de la mauvaise santé plutôt que de la bonne santé. Effectivement. Voilà. Donc ces facteurs alimentaires, comme vous les avez cités, c'est le gras, le sucre, etc. C'est à partir du moment où on consomme plus qu'on ne dépense. Donc la balance énergétique, elle est déséquilibrée. Ça, c'est un des facteurs, ou peut-être le facteur le plus important. Alors vous, en tant que médecin nutritionniste, que pensez-vous des boissons détox qui sont très tendance ces temps-ci? Bon, comme vous le dites, c'est des boissons tendance. Hein. Et donc tout ce qui est tendance, c'est des effets de mode. Effectivement. D'accord. Et qui dit effet de mode dit marketing derrière. Même dans l'alimentation, il y a de la mode. Exactement. Et c'est ça qui a causé l'apparition de l'obésité, ces évolutions de l'alimentation. Oui. Donc les boissons détox, pour nous, c'est des, disons, pas traitements, mais des apports, c'est des adjuvants en plus qui nous aident un petit peu, peut-être d'un aspect psychologique ou aussi d'un aspect physique,
dans l'élimination des graisses. Par exemple, moi, ce que je préconise souvent dans ma consultation, c'est le matin à jeun, un peu d'eau tiède avec du citron, du gingembre et du thé. Donc ça, c'est très bon pour un petit peu drainer. Hein, c'est une boisson de drainage. De drainage et de brûle-graisse un petit peu, mais on ne va pas axer notre traitement sur ça, loin de là. Sinon, l'obésité devient très facile à traiter. Effectivement, oui. Si on se contente d'une tisane ou d'une petite recette de boisson détox pour traiter l'obésité, c'est... Et à quel moment on peut avoir recours maintenant à la chirurgie, justement ? Bon, avant, je pense qu'on n'a pas encore terminé sur les causes de l'obésité, mais si vous voulez, on peut passer à la chirurgie, c'est vraiment le dernier point. Parce que quand la personne arrive à la chirurgie, elle est vraiment... Ça veut dire que ça, c'est l'extrême, le stade ultime. Voilà, d'accord. Donc il faut savoir qu'il y a d'autres causes, des causes psychologiques. Donc des personnes qui se trouvent en état de stress important, se cachent facilement derrière à l'occasion d'un deuil, par exemple, essentiellement les femmes, se cachent derrière l'alimentation, la nourriture. Hein, donc ça, c'est très important. On n'a pas parlé de la sédentarité, l'insuffisance de la dépense physique. Justement, actuellement, ça va être une dernière question. Voilà, on passe trop de temps devant les écrans de télévision, etc. Et ça, c'est cause d'obésité, ça aide, puisqu'on ne dépense pas. Et un point important aussi qu'il faudrait noter, c'est le manque de sommeil. Ah oui. Oui. Ah oui, plus on veille, voilà, moins plus on attend. Exactement. Plus on veille, plus on a recours justement vers tout ce qui est sucrerie le soir, chocolat, fruits, etc. Oui, il y a ça. Et puis aussi indirectement, il y a la physiologie qui est complètement désorganisée. Désorientée. Voilà. Si on dort moins de 5 heures par semaine, on a 60% de risque d'être obèse par la suite. Hein. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, donc, vous, en tant que médecin nutritionniste, vous préconisez à faire, on va dire, un peu de sport ? Oui, ça. Beaucoup de gens pensent que le sport tout seul, à lui tout seul, peut les faire maigrir, leur faire perdre du poids. Ça, effectivement, on peut y arriver, mais c'est une petite quantité. Donc, chez les gens qui ont beaucoup de poids en excès, il ne faut pas se contenter à faire du sport. Et d'ailleurs, je leur déconseille de faire du sport intensif quand on a beaucoup de poids. Parce que déjà, le corps est en surcharge. C'est petit à petit. Voilà. Donc, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et souvent, il faudrait l'associer à une prise en charge diététique, nutritionnelle. Et, un rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage. On ne parle pas de régime alimentaire, mais on parle de rééquilibrage alimentaire. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé un petit peu sur les causes de l'obésité et les conséquences, bien sûr. Alors, certainement, on arrivera à des régimes, à un rééquilibrage alimentaire avec vous dans de prochains numéros de Bonjour d'Algérie. Merci. Et là, je vous invite justement, et juste avant, alors je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et là, maintenant, on vous invite à aller faire un peu de sport avec notre coach Zach. Bonjour tout le monde. Alors dans cette période de confinement, on sait que tout le monde est à la maison. Histoire de bouger un peu et de faire un peu de sport, on va présenter quelques exercices à faire chez soi-même. Alors on va commencer avec un exercice d'échauffement un peu. On appelle ça des jumping jacks. On va faire 30 secondes. Pour les gens qui sont un peu chef de le sport et pour les débutants, ils peuvent varier entre 10 et 15 secondes. On va commencer par le premier exercice. Alors, moi j'ai fait 30 secondes. Comme j'ai dit, pour les personnes débutantes, ils peuvent aller entre 15 secondes jusqu'à 20 secondes. C'est en fonction du niveau de l'athlète. Et pendant le temps de repos, on essaye de respirer un maximum, de bien se reposer, surtout de se tenir très très droit. Et pour mon cas, je vais faire
20 secondes de repos. Pour d'autres personnes, ils peuvent aller jusqu'à 30 secondes. Ça varie entre 10 secondes et 30 secondes. Voilà. Et on va enchaîner avec un deuxième exercice. On appelle ça des squats, des jump squats. Cet exo consiste à ouvrir les jambes par rapport aux épaules, descendre un max tout en maintenant le dos droit. Voilà. Les jambes assez écartées, les genoux vers l'extérieur. On va enchaîner avec 30 secondes de jumping jack. Pour les débutants, 15 secondes à 20 secondes. Allez. Le quatrième exercice consiste à faire des élévations de genoux. C'est un exercice assez cardio. On va rester sur le même tempo, genre 15 à 20 pour les débutants et 30 secondes pour les avancés. Allez. Bon, pour finir, vous pouvez faire ça, trois séries de ces 4 exos chez vous. Merci, bonne journée. Merci Zach. Eh bien, on fera ça chez nous, 3 à 4 séries, c'est ça. Eh bien, on a tous tendance à un moment ou un autre de changer, on va dire, notre intérieur. Des fois, les fauteuils sont de ce côté, on a envie de changer un petit peu d'orientation. Alors, le lit dans notre chambre, alors il est à droite, on a envie de le changer vers la gauche ou au milieu. Eh bien, pour ça et pour nous orienter un peu mieux, eh bien, nous recevons avec nous notre architecte d'intérieur, Hawafa Haddaoui, épouse Messaoudi. Bonjour. Merci beaucoup Imen pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation d'ailleurs. Merci. Très bien. Alors, une petite explication sur le mot berbère. Alors, je vais expliquer un petit peu à nos chers amis téléspectateurs pourquoi. On va un petit peu donner une petite explication parce qu'on va parler aujourd'hui du style berbère en décoration, justement. Très bien, parce qu'on vient juste de fêter Ner. Donc, voilà. C'est pour faire un petit peu le lien avec la semaine, le début de l'année berbère.
Donc, si on se penche un petit peu vers notre histoire, les Berbères sont les membres d'un groupe ethnique, des autochtones, d'Afrique du Nord. Et comme on sait tous très très bien, l'identité berbère n'est pas uniquement réduite à l'usage de la langue, c'est-à-dire c'est pas uniquement linguistique et ethnique. C'est bien oui, parce au-delà. que là, je partage votre avis, puisque dans la région de Beni Snous, ce sont des Ma Berbères. région natale. Ah ben voilà, ah d'accord, ben Oui. voilà, je suis bien tombée alors. D'accord, et ils ne parlent pas berbère, donc oui. Ça Pourtant, explique. oui, pourtant on est d'origine berbère. Très bien, alors quel est le style justement berbère? Donc, et on va dire bohème. Quelle est la relation entre le style berbère, bohème et ethnique? D'accord, donc on va donner d'abord une petite définition du style berbère. Il faut savoir que le style berbère, il peut être chargé de couleurs, apportant de la chaleur, du peps et du dynamisme à l'intérieur. Tel que le rouge, le jaune. Le rouge, le jaune, l'orange sont des couleurs qui reviennent à chaque fois. Il y a aussi l'autre côté du style berbère qui est plus épuré, avec du blanc et du noir par exemple. Et ils peuvent s'associer avec d'autres styles. Donc si on veut faire le lien avec ce qui se fait actuellement, les tendances actuelles, on parlera du style bohème et du style ethnique, par exemple. Les deux styles sont aussi marqués par l'utilisation de couleurs, parce que dans le style bohème, on trouve beaucoup de couleurs, des matières naturelles. Est-ce que ce sont des couleurs similaires à celles oui, des couleurs berbères? elles se rapprochent beaucoup, oui. Le style ethnique, par exemple, on dit qu'il est d'inspiration indienne. Mais il y a toujours les couleurs chaleureuses qui viennent égayer nos intérieurs. Donc, on a aussi l'utilisation des matières naturelles, par exemple le coton et la laine, ils reviennent à chaque fois. Actuellement, les deux styles... D'ailleurs, les foyers algériens n'arrivent pas à se détacher justement de ces matières qui font justement l'identité. Et très tendance, et à chaque fois... Chose qu'on ignore, c'est que c'est vraiment un style qui a son importance à l'étranger. Effectivement, quand on rentre, par exemple, quand on rend visite à des proches, à des amis, et qu'on trouve, par exemple, un tapis berbère ou alors des jetés de fauteuils en laine, et là, on se dit, ah, c'est joli. Et là, on se rend compte que quand même... ça revient avec une touche de modernité. Et ça rapporte beaucoup à l'intérieur. Ça rend l'intérieur plus riche. Effectivement. Et plus chaleureux. Oui, très très chaleureux. C'est des matières chaleureuses qui apportent beaucoup de peps à l'intérieur. Et c'est en même temps des intérieurs qui sont très gais, je vais dire, parce que ça donne envie de s'y installer, comme ça peut être le contraire, ou bien le paradoxe, où on va s'inspirer principalement des couleurs plutôt neutres, par exemple des camaïeux de gris ou là du beige, avec des tonalités de blanc. Et c'est ces couleurs-là qui vont faire le paradoxe avec le style, c'est-à-dire c'est une autre partie du style berbère. Très bien, alors on y va tout de suite vers, je ne sais pas si notre script Fouad, les images sont prêtes. Hein? D'accord. Pas encore. Alors, on continue. Donc, si je dois rajouter quelque chose, c'est juste pour revenir à notre patrimoine berbère, je vais dire. Oui. Donc, notre patrimoine berbère ne se réduit pas uniquement à la langue ou à l'ethnicité, c'est bien au-delà, c'est des traditions, des cultures, un savoir-faire qu'on essaiera au fur et à mesure de mettre en avant. Surtout que c'est un style qui est maintenant, qui fait partie des tendances de la décoration d'intérieur à l'étranger. Effectivement. Oui. Et donc si... On trouve même des lampadaires qu'on met, d'ailleurs qu'on couvre avec des morceaux de couverture d'anciennes tapis, d'anciennes jetées de... Voilà. Par exemple, le hambel, voilà. Il y a aussi le truc là, la couverture qui est hyper lourde. J'ai oublié le nom. Le truc là, la couverture avec des rayures.
Elle est aussi revisitée en salon, on la trouve en salon, en jeté, on la trouve également en petits poufs par terre, parce que les poufs techniques, ils reviennent en force. Oui, ils reviennent à la mode. Oui. Et le style bohème, par exemple, et le style bohème et le style ethnique utilisent également beaucoup de bois, des matières cuivre, du cuivre, du bois, du macramé qui est très tendance actuellement. Oui. Donc il s'associe très très bien dans des intérieurs bohèmes ou ethniques et donc c'est vraiment tendance. Donc j'encourage nos téléspectateurs à ne pas jeter leur hambel drouak, non. Il vaut mieux les garder. Il vaut mieux les garder, hein, parce que c'est très tendance. Hein. Il vaut mieux les garder. Je ne sais pas, les emmener chez un couturier. Oui. Et en faire un joli salon. Les salons par terre aussi sont super tendance actuellement. Ah oui. Ça revient. Ça revient justement. Oui. Et vous pouvez pas me redonner le nom de la couverture hyper lourde? Alors attendez, c'est pas Hambel? Non, c'est pas le Hambel, c'est le truc super lourd. On en a à la maison, nous. On en a tous. Le Hayek, on me dit le Hayek, c'est ça? Non, le Hayek, c'est le fin. Non, c'est autre chose. Je sais pas. J'ai perdu le nom. Ah oui, c'est vrai, celles qui sont lourdes. Hyper lourdes. D'ailleurs, ma mère, Allah yarhamha, elle en a. Et d'ailleurs, on les a gardées. Et elle nous disait souvent... On les fait en salon maintenant. Ah, oui. D'accord. Oui, on les fait en salon et ça rend très très bien. Ça donne, ça apporte beaucoup de chaleur. On pourrait en faire un salon hivernal, pourquoi pas, parce que ça renvoie de la chaleur. Donc pourquoi pas en faire un salon hivernal? Effectivement. Oui. Eh bien, on verra ça dans les prochains numéros. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Eh bien, ce fut un plaisir, Noura. Merci beaucoup. Merci. Alors, la prochaine fois, il sera question de parler de... La prochaine fois, on parlera des couleurs. Tendance de l'année. Les couleurs tendances cette année. Très bien. Bien, on aura des images la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère, oui. Inch'Allah, très bien. Alors, restez avec nous. Alors, est-ce que vous aimez les chevaux? J'adore. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. J'ai jamais eu de cheval, malheureusement. Eh bien là, je vais vous inviter à suivre avec nous la fabrication de la selle de cheval. Mais juste avant, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et je vous laisse avec le sujet signé Nabi Noui. En cuir lisse aux bordures entièrement estampées à la main, un aspect ferme tout en assurant un amortissement efficace, totalement flexible dont la légèreté de la selle offre une liberté de mouvement totale. Sellier est plus qu'un métier, c'est un art parce qu'il œuvre dans l'esthétique et nécessite beaucoup de passion et patience. Maniant la matière première noble qui est le cuir et les fils de dorure. Tel maître Nourdine Garmit, artisan qui tient à transmettre son savoir-faire et son expérience à ses frères qui désirent apprendre. Ce métier spécialisé dans la selle arabe devenu une référence. دونك بعد ما كملنا المراحل تاع التفصيل هذوك كما شفتوا يبقى لنا التبلاع دروك. عندنا هذا القدح وهذو الورايات كبار تاعه وهذا القربوس وهذو الورايات صغار تاعه وعندنا الجناب. اول حاجه اش نديروا؟ نقصوا هذو يسموهم الحلات. وين نقصوهم بعد كي نولوا نبلعوا يدخل فيهم القدح هنا والقربوس. الحاجه الاولى نبلعوا الجناب في بعضها. نبلعوا الجناب في بعضهم كما راكم تشوفوا هنا نبلعوا الجناب. هذه يسموها التبليع، هذه يسموها الصارمه، تبلعهم في بعضهم. ومن بعد نبلعوا القدح ونبلعوا القربوس في بعضها كما راك تشوف رانا مصرمينهم هنا. ومن بعد نبدا نفوزوا القدح والقربوس في الجناب هذو بالفتله، هذه يسموها الفتله. هذه يسموها كي نبلعوا السرج يسموها الصارمه، هذه تبلع تاع السرج يسموها الصارمه. وكي نكملوا التبلع راك نشوفوا التبلع تاعها كيف يخرج فيها. عندنا القربوس، هذا هو القربوس ها يجي يركب هنا وهذو الورايات الصغار تاعو يركبوا هنا. وعندنا الجناب هذو زوج شغل كي نبلعوهم هذه يسموها الصارمه، نبلعوهم وتبقى لنا المرحله التاليه هذه نديروا لها السفيفه. السفيفه تاع نركبوها ونفوتوا هذا الخيطه. اول حاجه نفصلوا كما راه كان يفصل نفصلوا الجنب الجناب في الزوج نعاودوا كما كان يقولوا، ونفصلوا القربوس ونفصلوا القدح، نفصلوهم نديروا لهم الكرتون تحت. هذه الكرتون باه المجبود
بيقعدوا بستة ونرشموهم. هذه الديس هذه يسموها الرشيمة هذه، ومن بعد نأمروهم مجبود. هذه الرشيمة نأمروها مجبود. هذه راك تشوفوا التعمار تاع المجبود كيف. لو قعدنا هذا الجنب هذا كما شفتوا كانوا يعمروا فيه، بعد ما يتأمر كاع نقلوا له الكرتون تاعه، وفي لي بياس الجنب هذا الاول والزوج والقداح والقربوس تاعه كي يتأمروا نقلوا لهم الكرتون ونديروا لهم لا دوبلير كما كنتوا تشوفوا في السطاره الاولى هذه السنه، ونعاودوا نبلعوها هذه كما كنا نقولوا الصارمه تاعها وصوالح، ونديروا لها المرحله التاليه تاعها سفيفه وتكون كامله السطاره. هذه السطاره يسموها راهي الديسه فيها شويه خفيفه، يقولوا لها نص عماره. والمجبود هذا راهي مأمره بالمجبود الاصفر، وكاين المجبود الابيض. وعندنا هذه السطاره هذه ثاني نخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا هذه. عندنا هنا مأمره بالمجبود الابيض، نقدروا نديروا لها قبل الكرتون كما كنا نديروا فيه هذه، ومن بعد نقلعوا الكرتون نديروا لها لا دوبلير تاعها ونبلعوها كما كنا نشوفوا في الطريقه تاع السطاره السابقه. Soigneusement étudié, chacun de ces accessoires, chaque détail requiert les techniques manuelles les plus fines. En commençant par utiliser le chasse-peau pour la découpe judicieuse du cuir à la main, puis par l'abacar qui permet à la finition des bords du cuir afin qu'il ne soit pas tranchant. Passage oblige par la rainette afin d'encastrer la couture pour éviter son usure. Utilisant la pareuse pour affiner le cuir et éviter les surépaisseurs. Passage inévitable par le rembordage pour replier le bord d'une pièce de cuir afin que la coupe ne soit pas visible. Et enfin, l'ornement de fil d'or vient agrémenter cette belle réalisation. Nordin Garmit, artisan d'exception au service du cheval. Artisan d'exception au service du cheval, et bien on le rappelle, sujet signé notre journaliste Nabi Noui, d'ailleurs qui nous ramène tout le temps de très beaux sujets. Merci Nabi, ce fut on va dire un très grand plaisir que de reprendre votre sujet concernant, on va dire, Serge du cheval. Et bien sans plus tarder, là je suis en compagnie d'une invitée. Alors c'est la directrice de la maison de jeunes du quartier Plateau, Madame Anissa Chebki, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Et vous n'êtes pas seule, puisque vous nous avez ramené deux artistes, chacun dans son instrument, on va dire. Alors, on commence bien sûr par Sedjel Massi Ilyes. Je suis un guitariste et un bassiste en même temps. Très bien. Un bassiste dans le groupe. Oui. Nous sommes un groupe de 11 personnes. Oui. عندنا باسيست جيتار الكتريك سولو عندنا شونتور عندنا même Rachid harmonica انا نلعب لا جيتار و même temps la basse la guitare basse. Très bien. Alors et bien sûr Bessedik Rachid, alors vous jouez un instrument que j'adore. الناس يحبوا هذا l'instrument, il est vraiment spécial, التكنيك تاعو شويه صعيبه ها. C'est l'harmonica. L'harmonica. Eh bien, vous me faites rappeler d'ailleurs une personne qui a bercé mon enfance. C'est Monsieur Beka Bouelem, à qui je fais un petit coucou parce que je sais très bien qu'il est en train de nous regarder. C'est mon oncle Khali. Alors lui, il a bercé mon enfance avec l'instrument de musique, l'harmonica. C'est pour ça que, Madame Chebki, je vous ai dit, non, ramenez-nous l'harmonica. Parce que c'est un instrument de musique. C'est vraiment rare. Exactement, alors qu'on n'utilise pas beaucoup actuellement. Oui. Donc, mais avant de passer justement à nos instruments de musique et à parler justement du groupe, eh bien, on vous laisse avec ce spot publicitaire et on se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Alors, Madame Anissa Chebki, quel est le programme justement de la Maison de Jeunes de Plateau? Bon, le programme de la Maison de Jeunes de Plateau, avant le confinement, avant la pandémie,
C'était des activités culturelles, loisirs, comme théâtre, musique, dessin, artisanat, activités féminines aussi comme coiffure, couture, esthétique, etc. Depuis le confinement, le secteur de la jeunesse et des sports, il a fait les activités avec la maison de jeunes virtuelle. À chaque fois, il invite un formateur ou un spécialiste pour passer le message aux autres. Même des activités de loisirs par la maison de jeunes virtuelle. En même temps, ils n'ont pas aussi cessé comme ils ont stérilisé les écoles, les lycées. Plus, ils ont fait la sensibilisation au niveau des presque tout hors. Ce sont des groupes qui se déplaçaient? Oui, c'est des groupes de jeunes, des cadres de la jeunesse et des sports qu'ils déplacent à chaque quartier. Ah, très bien. Oui. Alors, et quels sont les projets actuellement? Parce qu'on est en pleine pandémie, on n'est pas encore sorti justement du Covid-19. Donc, quels sont les projets justement de la Maison de Jeunes? Les projets de la Maison de Jeunes, Inch'Allah, on a les Jeux méditerranéens 2022. Voilà, il y a plusieurs activités qui sont prêtes. Même les adhérents des maisons de jeunes, ils se contactent par les réseaux sociaux, puisque tout est fermé pour le moment. Voilà. Vous avez des troupes justement théâtrales aussi? Oui, des troupes théâtrales, musique, tout. Vous préparez des pièces théâtrales? Oui, oui, on a plusieurs pièces. D'accord. On a plusieurs pièces théâtrales. Très bien. Et là, on va dire, je me dirige vers nos deux artistes. Alors l'un est guitariste et bassiste, et l'autre qui joue exactement, qui joue à l'harmonica. Alors pourquoi avoir choisi l'harmonica? Vu que maintenant la tendance n'est plus l'harmonica, alors c'est un instrument de musique auquel on ne s'intéresse pas beaucoup. Non, بزاف ناس يحبوا l'harmonica. Moi j'adore, franchement, j'adore l'harmonica. وانا نحب même le piano, guitare, mais ce qui m'a attiré plus intimement c'est l'harmonica. نلعب من الصغر نلعب وتلاقيت بالجروب هذا اللي هو تو لاينز. صبت روحي مع الجروب دونك نجو. Il a été créé depuis quand le groupe? Ça fait 2 ans les زعما تلمينا منها 1 an et demi, 2 ans. Et vous faites des reprises? Ou alors ce sont des musiques et des chansons écrites justement pour le groupe? Non, دحين دروك رانا نديرو لي كوفر مع رانا عاده كما نقولوا في الديبي وكاع رانا نديرو لي كوفر ورانا نسيو باش زعما نعاود نديرو لي شونسون تاعنا حنا. On peut écouter un petit extrait? Oui, bien sûr. Allons-y. How many routes must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many years must a cannonballs fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. C'est de la country, c'est ça? Voilà. Bob Dylan, Blowing in the Wind. Voilà, Ouais. voilà. Mais est-ce que vous avez, comment vous choisissez justement vos chansons?
بون انا كيما لا شونسون تاع بولان عندي لو بير تاعي اللي نشكره هو اللي على جاله راني في لا ميوزيك في الدومين تاع لا ميوزيك دومين تاع لا غيتار وكاع سي هو اللي علم لي هذا المورسو دو بوين هذه واحد 10 ولا وكنت غير نغني معاه هو كان يلعب وانا مور هذا الاخر زعما انا قلت نتعلم غيتار نغنيه وحدي هيا تعلمت هذا المورسو زعما من الديبي تاعي تاع لا غيتار. Et quels sont les covers que vous êtes en train de préparer? مع الجروب نخدموا البلوز بزاف. Ah, le blues. Le blues بزاف. Eh bien, on essaiera de vous inviter, d'inviter tout le groupe. Pourquoi pas un jour? J'espère que notre grand frère Driss, directeur de la station d'Oran, va accepter. Surtout qu'en moment de confinement, on ne peut pas ramener beaucoup de monde, donc on respecte un petit peu la distanciation, etc., pour éviter toute contamination. Donc vous êtes sur un projet? ان شاء الله وي بون فتنا ديرنييرمون في لونيفرسيتي في هذا الاخر لافيت تاع امازيغ فتنا ديرنييرمون صافي 3 جور ولا Très bien. ومع لو كونفينمون كاع سما رانا حابسين مازال ما درناش دوطر بروجي. Ça n'a pas encore démarré. Oui, oui. Très bien. Donc Madame Chepke, un dernier mot? J'espère que ça va ouvrir pour nos jeunes, pour nous. Parce que toutes les activités sont gelées. Exactement. Donc, et ce n'est pas évident pour nos artistes aussi. Nos artistes, nos comédiens, nos jeunes, nous personnellement. Très bien. Voilà. Eh bien, on se reverra peut-être sans confinement, pourquoi pas? Inch'Allah. Mais en tout cas, on est pour le confinement tant que pour se protéger, tant qu'on se protège, tant qu'il y a le Covid-19, il y a la Covid-19, donc on ne peut pas aller outre que ça. Oui. Donc merci Anissa Chepke, ce fut un plaisir. Merci à nos artistes. Pour nous. Et je vous invite à nous jouer la même chanson parce qu'on finit avec cette belle chanson. Merci. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve avec toute l'équipe de la station d'Oran le jeudi prochain, 8h30 sur votre chaîne Canal Algérie. Allez-y. Sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi, m'oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Mon jeu dans les vagues, près du quai, j'ai vu le temps passer, le cœur dans la plage, déserté, mon cœur brûlé, enlacés, m'ont aimé si tu t'en vas, dans ton pays loin là-bas.